Bonjour à tous. Et je réitère mes remerciements à Sedana pour le soutien. Thanks so much for your support for this symposium. On va la faire en français parce qu'il n'y a que 2 Anglais dans la salle, donc ce sera aussi simple. Et mes conflits d'intérêts rapidement, moi j'en ai un peu avec tous les gens qui font de la sédation, entre autres, mais c'est purement scientifique. Et la question qui m'a été posée, c'est donc juste une alternative. Une alternative à la sédation plus conventionnelle. Voilà, quand j'étais petit, on vient d'une session, on a parlé de la réanimation au fil de l'eau. C'est l'époque où on faisait du remplissage d'orangeard lactate en mettant des cathéters soignants aux malades. Les patients de réa, c'était des gros patients, tout mou au milieu du lit, qui ne bougeaient pas. Et à peu près la seule chose qui nous disait qu'ils n'étaient pas morts, c'était le scope qui faisait du bruit. Et aujourd'hui, la sédation, ça ressemble peut-être un peu plus à ça, chez les patients de réanimation. Et entre-temps, il s'est passé certaines années. Je ne suis plus interne d'ailleurs. Au milieu, il y a eu l'an 2000. Et donc pour les plus jeunes, l'an 2000, c'est le papier de Kress qui dit faites attention à ce que vous faites en termes de sédation. À l'américaine, tout bête, c'est-à-dire juste posez-vous tous les jours la question est-ce que les malades ont besoin de dormir. Et quand on fait ça, on a des patients qui sont ventilés moins longtemps, qui font moins de pneumopathie, qui restent moins longtemps en réanimation. Et donc rapidement après ce papier et tous ceux qui ont suivi, il y a eu une conférence de consensus française, je passe sur les recommandations US, qui a dit quoi ? Qui a dit qu'en dehors de la RDS et du cérébro-lésé, il n'y avait pas d'indication à une sédation profonde. C'est-à-dire que tous les malades qui ne sont pas en SDRA à la phase aiguë ou qui n'ont pas d'HTIC n'ont pas besoin de dormir. Aujourd'hui, ça a l'air peut-être un peu trivial, mais c'est quand même majeur comme avancée. Pas d'indication à une sédation profonde pour 90% de nos malades de réa, ou 85%. Qu'est-ce qu'elle dit d'autre, la conférence de consensus? Les experts ont dit qu'il faut que chaque service dispose d'un protocole écrit de sédation. Donc ça, c'était loin d'être le standard de soins à l'époque. Et la conférence de consensus a dit, les molécules, on s'en fout. Mais complètement, faites bien un peu ce que vous voulez. Ce qui compte, c'est de monitorer, d'avoir un algorithme d'administration de la sédation. Ce qui était quand même très choquant, moi, je trouve. Bosser sur d'autres produits à l'époque. Mais avec un peu de recul, ça l'est pas. Parce que si on n'a pas de protocole de sédation, si on n'a pas d'évaluation de la sédation et de l'analgésie, ça ne sert à rien de réfléchir aux molécules. Mais ça, c'était en 2007. Et à cette époque-là, on avait un petit tiers des services en France qui avaient un protocole de sédation et un tiers aussi qui avait une évaluation de la sédation. Donc effectivement, on comprend que les experts aient dit on n'en a rien à foutre des produits. Faites narcophéno, si c'est pour changer les posologies 1 fois par jour, ça suffit. Narcophéno, les plus jeunes ne savent pas ce que c'est, mais c'était des vieux médicaments qu'on utilisait avant. Puis en 2009, ça a augmenté un petit peu. Et en 2015, ces données ne sont pas encore publiées, mais parce qu'on traîne un peu pour le faire, on est à plus de 60% des services qui ont un algorithme de prise en charge de la sédation et plus de 90% des services qui monitorent l'analgésie et la profondeur et la sédation des patients en réa. Donc probablement que le choix des molécules a un sens aujourd'hui. Ça a sûrement un intérêt. Et quand on regarde les guidelines US publiés en 2013, il y en a qui vont être publiés en janvier 2018 par les Américains. Qu'est-ce qu'ils disent Que disent les experts US? En dehors du fait qu'il n'y a plus le terme sédation, fini, ça a disparu. Les experts disent qu'il faut faire attention à la douleur, il faut la monitorer, il faut faire de l'analgésie, peut-être balancer. Et ils parlent des drogues pour la première fois, ils parlent des molécules en disant, sur le contrôle de l'agitation, il faut probablement arrêter les benzodiazépines et faire en première intention du propofol ou de la dexmédetomidine. Et arrêter les benzos essentiellement parce qu'il y a un risque de délirium majeur avec les benzodiazépines, que ce n'est pas maniable, que ça s'accumule et donc ça risque d'être délétère pour les patients. C'est pas inintéressant ça. Il y a quand même énormément de données qui poussent dans ce sens-là. Et toujours dans ce même sens, sur la prévention du délirium, ils disent qu'il faudrait l'évaluer, mais là aussi, il faut vraiment éviter l'utilisation des benzodiazépines en réa, en dehors des indications très précises, comme le sevrage au benzo, par exemple, ou dans d'autres choses. Le délirium, il est multifactoriel. Il est important, mais c'est l'état du patient, c'est la gravité des malades, c'est l'inflammation. C'est également tout ce qu'on fait autour, tout ce qui a l'environnement de réanimation, la lumière, le bruit, la perte du rythme nictéméral, tout ce qu'on connaît bien. Mais sûrement quand on regarde les 20 dernières années de réa, moi je trouve ce qui a été marquant, c'est quand j'étais petit, à l'époque où il y avait le gros malade au milieu du lit, la réa, il y avait du bruit 24/24, il y avait de la lumière tout le temps, il y avait la radio tout le temps, parce que les équipes écoutaient la radio, s'en foutaient. La réa, ça devait être éclairé. Aujourd'hui, même chez les malades les plus graves, la nuit c'est éteint, il y a juste une veilleuse.
Parce que probablement qu'on a progressé là-dessus, ça je crois que c'est assez majeur. Mais dans la promotion du délirium, il y a autre chose, il y a les produits qu'on utilise, et donc les benzos et le reste. Et ça, c'est important. Ce qui fait que probablement, aujourd'hui, la dexmédetomidine est l'agent de choix pour tous ces patients, parce qu'on sait depuis 10-15 ans que les malades n'ont pas besoin de dormir. Il faut juste essayer de les rendre confortables sans majorer le délirium. Donc il y a plein de données pour dire que c'est le bon traitement. Et sur une étude observationnelle qu'on a faite dans le service, conversion Mac-PC qui des fois ne se passe pas très bien, 400 patients, on a regardé, dans la moitié des cas, avec la DEX c'est parfait. Du moment où on l'introduit jusqu'à la fin, c'est nickel, on fait que ça. Dans 25% des cas, on a des échecs de la dexmédetomidine vrais. C'est-à-dire que ça ne marche pas, il y a des effets secondaires, on est obligé de l'arrêter. Et dans 25% des cas, on est en échec de sédation légère. C'est des patients où on voudrait les mettre entre 0 et -1, mais on n'y arrive pas. En gros, ils sont soit +3, soit -4, mais on n'arrive pas à les mettre au milieu. C'est-à-dire que ce patient a une surmortalité qui est très très importante. Donc, si on s'y coupe, on a ces 25% d'échecs de sédation légère, on a les malades en SDRA, à peu près 10% de nos malades dans les services de réa. Malade avec HTIC que je mets là, mais même si ce n'est pas une bonne indication. Donc tous ces patients-là ont besoin d'une sédation profonde. Probablement de courte durée. C'est peu de patients, mais ces patients ont besoin de dormir profondément pendant peu de temps. Et en même temps, on sait qu'il faut éviter les benzodiazépines. Donc, qu'est-ce qu'on a comme possibilité? Alors, le propofol, effectivement, mais qui a tendance à s'accumuler un petit peu, qui fait du prise quand on utilise les hautes posologies, à ce qu'ont bien montré les neuroréanimateurs. Et d'où l'hypothèse, on était quelques-uns, on est trois là, en tous les cas, à utiliser les halogénés depuis longtemps en France, à se dire peut-être qu'il y a une place pour les halogénés en réanimation. Peut-être que ces patients qui ont besoin de sédation profonde pendant peu de temps, on pourrait utiliser les halogénés. Donc on s'est posé tous les trois la question il y a un petit moment, mais là il y a un effet mode. Et quand on regarde cette espèce de revue clinique de perspective qui a été publiée dans le Blue Journal en 2016, fin 2016 par Angela Gerard, donc de l'équipe j'allais dire Vancouver, c'est une erreur, quelqu'un peut m'aider? Toronto, merci, il y en a qui suivent. Donc de l'équipe de Toronto, disent il y a sûrement un intérêt. Alors pourquoi est-ce qu'il y a un intérêt? Il y a des avantages. C'est que l'effet des halogénés, c'est rapide à s'installer, puis c'est relativement on-off. Il n'y a pas d'accumulation, pas ou peu d'accumulation. La clairance étant essentiellement pulmonaire, le foie, le rein, ce n'est pas très important pour ces patients-là, qui a un effet bronchodilatateur et qu'on va pouvoir sans difficulté le monitorer. Et sur la profondeur de ce qu'on fait et sur ce qu'on connaît tous dans les blogs, c'est-à-dire sur l'AFE de l'halogéné en question. On dit que c'est quand même intéressant sur ces propriétés-là et sur ce background. Peut-être qu'il y a un effet thérapeutique sur le préconditionnement des halogénés, sur le préconditionnement ischémique, voire sur le post-conditionnement, puisqu'on est en réanimation, sur l'arrêt cardiaque, sur d'autres choses. Donc il y a peut-être des pistes à gratter un petit peu là-dedans. C'est ce qu'ils avancent. Il y a quelques inconvénients qui sont pointés, qui est la vasodilatation artérielle cérébrale, qui fait que probablement les cérébraux lésés, il ne faut pas y aller, en dehors de protocole de recherche. En tous les cas, c'est ce que disent les experts du sujet. Qu'on est captif de la façon de les administrer, mais je ne trouve pas ça très très grave. Il y a maintenant 2 systèmes qui permettent l'administration. Et il se pose des questions sur dans quelle indication on va pouvoir proposer ça. Une qui est mise en avant, c'est la sédation de courte durée. À mon sens, parce qu'on est là pour dire un peu ce qu'on pense, je pense que c'est une connerie. Alors quand les malades ont besoin de dormir 12 heures, à peu près quoi qu'on utilise, c'est pas très grave. Le propofol sur 12 heures, ça n'a pas d'effet secondaire, ça ne s'accumule pas, c'est sûrement très bien. Et si on essaie de cibler, par exemple, sur la réanimation de chirurgie cardiaque, si l'endpoint, c'est le délai d'extubation, parce que c'est pas terrible. Quoi qu'on fasse, quand le malade est ventilé 6 heures, c'est pas très important. Par contre, chez les patients qui sont ventilés plus longtemps, 48, 72 heures, voire beaucoup plus, mais puisqu'on est dans cette logique de sédation assez courte, probablement que sur 72 heures de sédation profonde, il y a une vraie différence entre la sédation IV et l'utilisation des halogénés. Donc, une source assez importante de patients qui pourraient éventuellement bénéficier de cette sédation aux halogénés. L'autre élément important, c'est que contrairement à peu près tous les agents anesthésiques intraveineux, je ne parle pas de l'ADEX, mais qui font dormir les patients réellement,
les halogénés n'ont pas la même action sur le récepteur GABA. Et donc, vu que c'est l'inhibition des récepteurs GABA qui est probablement un des éléments importants de la confusion et du délirium, on n'aurait pas le même effet que les halogénés. Alors c'est discuté, les experts ne sont pas tous d'accord. Entre il n'y a pas d'action, il y en a une, mais elle est modifiable, etc. Ce qui est sûr, c'est qu'elle est bien inférieure à celle des benzos et celle du propofol. Donc ça, c'est pas inintéressant à ce niveau-là. Martine Ferrandière vous expliquera clairement comment on peut faire, mais on a aujourd'hui des solutions simples pour l'utiliser. Pareil, il y a 20 ans, quand on avait un asthme aigu grave qui ne cédait pas avec des techniques usuelles, il fallait transporter le ventilateur du bloc en réanimation. Et ça complique considérablement. Probablement parce que les industriels n'ont pas encore compris que la ventilation en bloc en réa, c'est la même chose et qu'il faudrait qu'on ait les mêmes ventilateurs. Mais là, avec le système Anaconda, et Martine nous en parlera, c'est beaucoup plus simple. L'effet on-off, il a été décrit au bloc avec le CEVO, avec tout un tas d'halogénés, sur des courtes durées d'action. Donc une des premières questions qu'on s'était posées, longtemps de ça, c'est de dire est-ce qu'en réa c'est conservé? Est-ce que la pharmacocinétique du sévoflurane, par exemple en réanimation, est conservée? Et ce qu'on avait fait, alors il y a écrit prouve parce que Minerva, il ne vous donne rien, il ne vous donne même pas un tir à part comme vous publiez dans Minerva. On a fait 48 heures d'administration de sévoflurane à des posologies très importantes pour avoir des patients qui étaient sédatés très profondément. On s'est mis dans les conditions les pires, avec une UFE qui était supérieure à 1 à 1,2, donc très importante. Et quand on coupe au bout de 48 heures, si on pouvait parler de demi-vie d'élimination, ce qu'on ne peut pas faire avec les halogénés, sinon les stars des halogénés vont hurler, mais au bout de moins de 5 minutes, il n'y en a plus qui circulent dans le sang. Parce qu'on avait la FE et on avait les dosages. On faisait du dosage de sévoflurane plasmatique en HPLC en phase gazeuse, et on s'est rendu compte qu'au bout de 5 minutes, il n'y en a plus qui circulent. Donc on a un véritable effet on-off, y compris au bout de 48 ou 72 heures. Il n'y a aucune accumulation, et ça c'est assez intéressant. Cet effet, il est prévisible. Alors c'était assez intéressant, important à mon sens d'évaluer ça. Pourquoi? Parce que, notamment si on se place chez la population des patients en ARDS, curarisés souvent à la phase aiguë, le bis en réa, on ne sait jamais trop ce qu'on fait. Donc on voulait savoir ce que ça donne. Donc on a évalué les scores de sédation, on a évalué le RAS en fonction de la posologie de sévoflurane qu'on faisait. Et on voit par exemple qu'à partir du moment où on a une FE qui est supérieure à 0,5, 0,6, tous les malades ont un RAS inférieur à -3. Ça ne trompe pas. Et vous vous mettez à 0,6 de FE, vous êtes sûr que votre patient dort. C'est prévisible dans le sens de la sédation de plus en plus forte et dans le sens de la décroissance. Donc là, on n'a pas trop de problème sur l'effet. Même si le patient est curarisé, on sait à peu près ce qu'on fait. Si les patients ne sont pas curarisés, c'est l'avantage qu'on va les faire dormir très rapidement parce que le CEVO, ça va vite et qu'il n'y a pas d'échec de sédation au CEVO. J'ai discuté avec Nicolas Bruder, là, juste avant de rentrer, qui est à côté. Il me dit, on n'a quasiment plus de malades qui ne dorment pas. Mais si, on en a tous. On a beau dire, on fait 2 mg de midazolam au pire, ou on fait 40 mg de propofol, et ça suffit, c'est pas vrai. Il y a des malades, ils ont 10 mg ou 15 mg de midazolam, ils ont du propofol, ils ne dorment pas, ils déclenchent, enfin c'est l'horreur. Au CEVO, ça n'existe pas. On n'a jamais vu un malade ne pas dormir sous sévoflurane, ou sous ISO, ou etc. Mais ça, ce sera abordé plus tard. Donc cet effet-là, il est prévisible. Après, on dit que les malades doivent dormir profondément, mais pas forcément pendant longtemps. Donc on a essayé de regarder ce que ça donnait en termes de maniabilité. Et donc, est-ce qu'on peut passer, travail qu'on avait fait avec Russell Chaban il y a un moment, en ventilation spontanée avec un aspiratoire sous halogéné? Parce que si ça marche que chez les malades sédatés curarisés en VAC, c'est pas forcément très intéressant. Et donc ce qu'on avait montré, c'est que le fait, chez les patients consécutifs de réa, de mettre en place le filtre, ça augmente le travail respiratoire. Hein, on voit sur des diagrammes de Campbell que l'augmentation des résistances augmente le travail respi. On a une augmentation de la P01, c'est plutôt délétère, entre guillemets. À partir du moment où on introduit les halogénés, probablement par effet bronchodilatateur, on a une diminution des résistances bronchiques, on a une diminution de la P01, et donc on revient à un travail respiratoire qui est l'équivalent de celui que les patients avaient avec un humidificateur actif. Donc on peut faire. Ça ne veut pas dire que le patient en sédation légère en VSAI, c'est la meilleure indication. Je ne suis pas en train de dire ça. Hein. Et j'ai des collègues, notamment dans une ville du Sud, qui ont essayé. Pour commencer, c'est pas bon. Le malade qu'on veut mettre 0-1 au CEVO en VSAI, c'est une mauvaise idée. Parce que la ventilation minute variant,
on a des variations, et donc je ne sais pas si tu avais abordé ça, Martine, je ne vais pas plus loin, mais ce n'est pas le bon truc pour commencer. Mais c'est faisable, si on veut réveiller le malade sous sévo, on peut. Donc est-ce que ça fait autre chose, le sévoflurane? Est-ce que l'indication, la sédation aux halogénés peut faire autre chose? Il y a quelques données dans la littérature pour dire qu'il y a potentiellement un effet sédation thérapeutique des halogénés. Donc je vous ai parlé de post-conditionnement. Nous, on travaille sur le poumon, une équipe qui fait du poumon, et sur le poumon, il y a quelques données pour dire que les halogénés, ça pourrait améliorer les choses. Il y a quelques modèles animaux qui montrent que on a une régression de l'atteinte pulmonaire quand on utilise les halogénés. Et donc, on a voulu voir ce que ça donnait chez l'homme. Donc ça, c'est un travail qu'on a fait avec l'équipe, essentiellement avec Mathieu Jabaudon. Mais j'ai toute une équipe qui est hyper dynamique sur le poumon et sur le poumon et les halogénés, donc qui est drivée par Mathieu. Mais c'est Mathieu Jabaudon, Raiko Blondonnet, Jules Audard qui était au concours des résidents, Étienne Imhoff qui avait participé à l'étude et qui est parti depuis. Donc on a bossé ensemble. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une étude randomisée, contrôlée, en prenant exemple sur une des grandes équipes françaises de la RDS, sur l'équipe de Laurent Papazian. Je dis ça parce qu'il y a un des représentants illustres qui est juste là. On a dit on va faire la même chose. On s'est dit on va regarder juste si ça améliore le P sur F, comme ils avaient fait il y a 15 ans sur les curares. Et on a regardé l'évolution du P sur F chez les patients sous halogénés versus sous sédation IV. Puis on a regardé quelques marqueurs en même temps. Donc on a pris 25 patients par bras, vous voyez, c'est une petite étude. Et qu'est-ce qu'on a pu montrer là-dessus? On a montré qu'avec les halogénés, on améliorait le P sur F à 48 heures. Cette amélioration, elle dure un peu, puis après, elle s'estompe. Comme avec les curares. Alors peut-être c'est parce qu'ils dorment mieux, peut-être pas. Les niveaux de sédation étaient à peu près les mêmes. A priori, pas de drive dans les deux bras. On a regardé également des marqueurs d'inflammation et on a regardé RAGE. S-RAGE, c'est un marqueur de l'agression épithéliale et c'est un marqueur de la clairance alvéolaire, c'est-à-dire la capacité du poumon à exfiltrer l'œdème. Et quand on regarde sur S-RAGE, qui est le marqueur de Mathieu, qu'est-ce qu'on voit? Sur des niveaux de S-RAGE et plasmatique et alvéolaire, baseline qui sont complètement identiques, on voit qu'à 48 heures, on a un effondrement du RAGE dans le bras sévoflurane. Donc ça veut dire qu'on a un effet réel, direct des halogénés sur le poumon. Et cet effet a tendance à avoir l'impression qu'il y a une amélioration des lésions épithéliales et en fait il y a probablement une diminution de l'œdème. Pourquoi est-ce qu'il y a une diminution de l'œdème? Si on prend par exemple rapidement les phénotypes de SDRA, il y en a qui ont l'atteinte focale, d'autres qui ont l'atteinte très diffuse. Ce qui explique la différence entre les deux, c'est la notion d'endotype. L'endotype, c'est le mécanisme qui va être responsable de ces deux présentations. Pourquoi j'ai des SDRA qui ont juste une petite atteinte en bande, et pourquoi j'en ai d'autres qui ont le poumon blanc des deux côtés, qui sont bourrés d'œdème? Sûrement que l'endotype, le mécanisme qui explique ça, c'est l'altération de la clairance alvéolaire. C'est-à-dire l'altération de la capacité du poumon à résorber l'œdème. Et donc, je vais aller vite parce que je suis à deux doigts de dépasser, mais cette altération de la clairance alvéolaire, on a pu montrer qu'elle était liée à la morphologie pulmonaire chez l'homme. Et quand on va assez rapidement, ce qu'on montre, c'est que, et chez l'homme et chez l'animal, la présence d'un ARDS altère RAGE et de façon similaire la clairance alvéolaire. Donc très probablement que RAGE est un marqueur de cette agression pulmonaire et la diminution qu'on montre sous halogéné, elle se fait sûrement via une modulation de RAGE et donc via une modulation de la clairance alvéolaire. Et on a à ce stade l'intime conviction que les halogénés dans le SDRA font autre chose que de la sédation. C'est-à-dire ils permettent une résorption de l'œdème pulmonaire. On est à ce stade-là uniquement sur des modèles animaux, mais on a montré qu'en manipulant la voie RAGE, on arrivait à améliorer la clairance alvéolaire. Et dans ce papier là, signé par Raiko en premier auteur qui vient de sortir, on montre clairement que la modulation de RAGE modifie la clairance. On est en train de travailler là-dessus pour voir comment est-ce que les halogénés, notamment via les aquaporines, vont pouvoir expliquer ça. Est-ce que c'est un effet classe ou propre au sévo? Nous, on va travailler là-dessus. On a commencé. Tout de suite, il y a un papier, un seul, de l'équipe de Patricia Rocco au Brésil, qui montre quoi? Qui montre que l'iso et le sévoflurane n'ont pas la même action sur un modèle animal.
et que sur les ARDS extra-pulmonaires chez l'animal, il n'y a que le CEVO qui arrive à diminuer les lésions histologiques et à améliorer l'oxygénation. Donc probablement que dans cette sous-population des patients en ARDS, il y a un vrai intérêt du sévoflurane par rapport au reste. C'est à confirmer, mais l'unité INSERM que Mathieu coordonne sur le poumon est en train de bosser dessus, donc on apportera des réponses un peu plus évoluées que celle-ci, mais il y a quand même quelques pistes pour dire que c'est probablement le sévoflurane qui a cet effet thérapeutique. Les perspectives, c'est de valider ce qu'on a fait sur une large cohorte de patients en ARDS. C'est probablement voir si on ne pourrait pas avoir de la prévention de l'ARDS, une sorte de préconditionnement pulmonaire avec du CEVO chez des patients ventilés à poumon sain parce qu'ils sont malades d'autres choses. Voir si ça passe. Là, il va falloir beaucoup de patients. Donc, on discute avec l'équipe de Boston pour savoir si on ne peut pas faire ça ensemble avec l'équipe de Daniel Talmor. Mais c'est à venir. Il y a beaucoup de perspectives là-dessus. Pour conclure et revenir à la question qui m'était posée, est-ce que c'est juste une alternative à la sédation intraveineuse? Moi, je pense que c'est beaucoup plus qu'une alternative à la sédation intraveineuse et que, globalement, si on devrait résumer la sédation en une plaque aujourd'hui, probablement que ce qui compte, c'est d'avoir un protocole pour que ce soit les infirmières qui gèrent la sédation. C'est d'avoir un objectif de sédation légère pour tous les patients, en dehors des deux indications de la RDS et de l'HTIC. Que sûrement que la dexmédetomidine est le meilleur produit pour arriver à ça, mais que pour les autres patients, ceux qui ont besoin d'une sédation profonde ou ceux qui sont en échec de sédation légère, l'indication première, à mon sens, aujourd'hui, va vers les halogénés qui devraient prendre totalement la place des agents intraveineux parce que c'est une autre façon de voir la sédation qui colle beaucoup plus à nos exigences aujourd'hui, avec en plus, effectivement, un focus probablement dans la RDS sur de la sédation thérapeutique, à voir sur l'arrêt cardiaque. On a Thomas Godet qui bosse aussi sur l'arrêt cardiaque et les halogénés. Donc il y a plein de perspectives, mais je crois que dès aujourd'hui, on peut switcher de l'IV vers l'inhalatoire sur la plupart de ces patients qui ont besoin de dormir profondément. Je vous remercie de votre attention. Super. Un grand merci pour cette excellente présentation, Jean-Michel. Est-ce que vous avez des questions à soumettre à Jean-Michel? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez l'habitude de faire, peut-être, la sédation par les halogénés dans la salle? Peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure. Tu poseras peut-être la question. Ouais. Oui. Bon, vas-y, tu te lèves et tu parles. Ouais. Mais par contre, concernant la dexmédetomidine, nous, on a un pharmacien dans l'établissement qui est un pharmacien établissement. Oui. Facilement des médicaments qui ont un certain coût. Et du coup, on sédate les patients, c'est pas pour ça. Alors, j'ai un effet hémodynamique qui est plus important qu'avec la dexmédetomidine, mais quand ils ne sont pas fragiles ou précaires sur ce plan-là, ça se passe plutôt pas mal. Et je voulais savoir s'il y avait, hormis une comparaison de la qualité de la sédation entre le cataprécent et la dexmédetomidine. Les patients ne sont pas trop passés. 3 papiers et une méta-analyse faite sur 3 papiers plus quelques études observationnelles qui vont dans le sens de dire on ne peut pas faire de sédation prévisible avec la clonidine. Il y a des effets hémodynamiques et il y a surtout une cinétique qui n'est pas en faveur. Alors vous n'êtes pas le seul à avoir essayé de faire ça et en faire un petit peu. On fait tous un peu de clonidine, mais de là à faire de la sédation, les données de la littérature montrent que ce n'est pas possible, ce n'est pas efficace. Après sur le coût, alors le coût il est vrai avec la Dex, il est vrai avec les halogénés. C'est pas donné. Par rapport à du midazolam, par exemple, c'est plus cher. Moi, je m'en fous, personnellement. Alors, je suis secteur public, mais chaque fois qu'il y a une statine qui sort, avec une étude de non-infériorité, tous les cardiologues passent d'une statine à l'autre. Chaque fois qu'il y a une pince chirurgicale qui fait rien de plus, mais qui est un peu plus brillante que les chirurgiens l'achètent, ça pose aucun problème à personne. Nous, on a un médicament tous les 10 ans qui apporte quelque chose. J'ai pas de souci avec ça. Voilà. Mais c'est un autre débat. Moi, j'avais une... Oui, je vous écoute.
l'échangeur de chaleur et d'humidité qu'il y a dans le filtre du système Anaconda, il est quand même bien moins performant qu'un humidificateur cascade classique. Et chez les gens qui sont en SDRA ou chez les gens qui sont en état de mal asthmatique, par exemple, eh bien, moi, je sais pas, je suis gêné de laisser plus de 24 heures un patient sans avoir une humidification optimale. En plus, avec des espacements qui sont augmentés, ça va quand même contre tout ce qu'on apprend dans le traitement du drap par rapport à la limitation de l'agression alvéolaire par la ventilation. Je vais peut-être pas répondre parce que c'est ton topo, Martine, globalement. Est-ce que ça vous embête pas si on en discute juste après? On la garde sous le coude, la question, on en parle après. On verra si on a tous le même avis. Peut-être qu'on n'aura pas tous le même avis, mais je propose qu'on en parle après. Oui, juste sur le SDRA, il y a les altérations de la membrane alvéolo-capillaire, donc des échanges. Les études de pharmaco, c'est des patients en SDRA parce qu'on se dit on va administrer un médicament par voie pulmonaire à quelqu'un qui a des altérations de ce rapport ventilation-perfusion. Donc voilà, la question c'était les données montrées étaient chez des patients en SDRA ou pas. Et puis voilà la question de dire c'est quoi la pharmaco chez des patients qui ont un SDRA. C'est amusant que tu poses la question. On a reçu une lettre de l'équipe de la Pitié, via le Blue Journal de l'équipe de la Pitié là-dessus, notamment sur est-ce qu'il y a des différences en fonction du phénotype ARDS, etc. On va répondre à ça. On n'a pas l'impression sur les données qu'on a qu'il y ait de grandes modifications, parce que ça diffuse très vite. Globalement, des données qu'on a là, et de ce que je peux faire comme réponse, Mathieu est en train de compiler, donc il répondra sûrement mieux. On n'a pas l'impression que les quantités d'allogénés qu'on administre chez les patients en ARDS soient réellement différentes de celles qu'on administre chez les non-ARDS. Ce qui est rassurant, c'est que contrairement à ce qu'on fait au bloc, avec ce système-là, on stabilise sur la FE. Donc ce qui limite beaucoup les problèmes liés à l'espace mort, à l'immobilité des rapports ventilation-perfusion et à tout ça. Donc, notre expérience actuelle, c'est quand même pas très gênant. Mais on aura les données, alors, sauf si Mathieu, tu peux me dire que tu as tout analysé pour répondre à l'équipe de la Pitié. Un petit mot rapide, on n'a pas de comparaison par rapport aux patients sans SDRA. Par contre, chez les patients SDRA, on trouve que ça prend focal ou non focal. Certes, on va cibler une FE, CEVO. Pour obtenir la même FE, CEVO, il faudra par contre un peu plus de débit d'administration cévosurale. Donc non focal, focal, ce qui peut se recevoir assez facilement. Martine, tu voulais faire un commentaire peut-être? Et je reprendrai la question avec le micro sinon. Je disais que, est-ce que dans le groupe de patients SDRA qui ont été traités avec le CEVO, est-ce que tu as observé une moins grande utilisation du CURAR? Alors non, parce que c'était protocolisé. Non, parce qu'on a fait 48 heures de Curare à Curasis. On n'a pas administré. Après, comme ça, si tu veux pas curariser systématiquement ou si tu veux arrêter les curares plus tôt, je ne sais pas si ça a un intérêt, probablement qu'il y a besoin de moins de curares avec les halogénés, parce qu'on peut avoir une sédation plus profonde. Mais c'est un autre débat. Nous, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est on part sur curarisation pour 48 heures, mais si le P sur F passe au-dessus de 200 pendant plus de 4 heures, on arrête les curares, mais on arrête la sédation. C'est un peu dans la stratégie qu'avait prise Claude Guérin dans Proceva, c'est dire, si on arrête les curares, c'est pour arrêter la sédation derrière. Donc j'ai du mal à répondre à ça. Mais je me souviens de l'époque, et Jean-Marie peut en témoigner, de l'époque où on incluait les malades dans la Curasis. Avant de commencer le curare ou le placebo, il fallait évaluer le RAS. Donc on les mettait tous moins 6. Et tu me dis si je me trompe à Jean-Marie, mais à la question, est-ce que votre patient était dans le bras curare ou dans le bras placebo, il y avait 40% d'erreurs, je crois. Hein, parce que c'était posé en off aux cliniciens. Est-ce que vous pensez qu'il était dans le bras curare ou dans le bras placebo? Je ne sais pas si vous l'avez publié, ça, je ne sais même pas si j'ai le droit d'en parler. On était quasiment une fois sur deux, on se plantait. On n'avait pas droit au curamètre, mais cliniquement, quasiment une fois sur deux, on tape à côté. Donc c'est compliqué de répondre à ta question précisément. Oui, une dernière. On a l'impression que l'effet, il est significativement différent 24-48 heures, et puis après les courbes se rejoignent, c'est tout significatif. Ça n'est plus efficace au-delà de 48 heures, ou comment est-ce qu'on explique cette perte d'efficacité
C'est uniquement sur rapport P sur F. Et il y a 25 patients, c'est une étude de rapport pilote, ça j'ai bien compris. Mais Complètement. on se dit, ça marche, et puis après, ça marche plus. J'ai Mathieu qui a essayé de me dire un truc. Par le protocole, on administre les pas que 48 heures. Dans cette étude-là, alors après, est-ce que ça rejoint la logique 48 heures d'utilisation. Je pensais que je l'avais annoncé comme ça. C'est pour ça que je ne comprenais pas ce que tu me faisais comme signe. Quand même. D'accord, j'ai peut-être coupé. C'était 48 heures d'administration de CEVO et de cura en même temps. C'est pour ça que j'ai du mal à répondre à Martine et que là-dessus, on a cette donnée-là. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il y a un effet rebond avec de l'œdème? Je ne suis pas sûr du tout. On n'a pas les données pour répondre à ça de toute manière tout de suite. On a évalué les 48 heures. Et ça tient peut-être un poil d'ailleurs. Mais après, tu arrêtes les curares, tu arrêtes le reste. Les patients n'ont pas tous la même course. Ça devient difficile de comparer sur du P sur F. Probablement que quand on aura les données répétées de RAGE dans l'évolution, ce sera un peu plus simple de savoir ce que ça donne. Mais je pense que le P sur F, après, devient un mauvais marqueur de ce qui se passe dès qu'il commence à être en VSAI, etc. Et dès qu'on n'a plus de protocolisation de la stratégie ventilatoire. Merci beaucoup Jean-Michel, merci pour ce très joli échange. On va